On a besoin de 2 filles et de 2 garçons. Donc, parmi les gens qui n'ont pas joué, est-ce qu'il y en a qui ont envie d'y aller? C'est quoi le thème déjà? Ah, c'est après le thème. Je veux 2 filles et 2 garçons. Est-ce qu'il y a 2 filles qui ont envie d'y aller, qui n'ont pas joué? Priscilla, est-ce que tu as envie de jouer? Élise, t'as pas envie d'y aller? Moi, je vais avec Pauline. Allez, début Pauline, go. Et j'ai besoin de 2 garçons. Ouais, Mehdi. Mehdi et Franck. Et Franck. Si, vas-y, viens. Mehdi et Franck. Viens, Franck, mais ça va te débarquer. Pas la star. Oui, c'est bien. C'est bien Mehdi et Franck. Alors, par contre, on va... Après, donc on va peut-être juste... bon, là, on n'en a plus besoin de notre décor, là. Bon, ça n'existe pas. Ok, alors, je vous donne la situation. Alors, les filles, donc vous êtes dans le métro, vous êtes en train d'aller à une séance de ciné dans Paris. Vous avez pris la ligne 7 et vous vous rendez à Châtelet pour aller voir un film au cinéma. Et vous sortez du métro à la station Châtelet, vous êtes dans les couloirs avant de sortir. Et vous, les garçons, eh ben, vous êtes dans les couloirs du métro aussi. Alors, je vous explique. Il va falloir que l'un des groupes décide de suivre l'autre pour le draguer. Qui drague? Bah, d'abord les garçons, après les filles. C'est les garçons qui suivent les filles? Non, c'est les filles qui nous draguent. Ouais, mais d'abord, Ouais, c'est Ouais, après on échange. Non, on échange. D'abord, c'est les garçons, ensuite, c'est les filles. Donc vous voulez commencer? Non, Si, vous commencez. Je commençais là. Vas-y. Allez, vous laissez le spectacle, ça va faire. Ah, zoom. À 0. Ah, zoom. À 0. Ah, zoom. Non, mais, 2. C'est à vous de me suivre. On doit accepter ou on les c'est recale? le principe du jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est à vous de jouer et d'improviser. Donc par contre, les garçons, je vous attends. Oui. Par contre, on est bien d'accord que au départ, vous avancez et vous n'avez pas encore remarqué qu'il y avait quelqu'un qui vous suivait. On est bien d'accord. Donc vous allez faire 3 pas. Quand je dirai ça joue, bougez pas. Vous ferez 3 pas et vous les filles, vous irez derrière. Mais vous ne commencez pas à vous retourner avant qu'elle ne vous ait abordé parce que le moment où elle vous aborde, c'est déjà intéressant. D'accord? Et les autres, c'est silence. Vous êtes prêts? Attention, on joue. Vous là, cheveux lisses. On passe au zéro, c'est quoi? C'est comment dire bonjour? T'es mignon, hein? Moi, je veux pas savoir, moi, je vois, t'es charmant, tout ça, mais je pense que c'est tu vois. Comme ça, on va faire connaissance. Comme ça, Pas trop de temps là. Déjà, ils ont quel âge déjà? Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Et toi? 22. Vous venez d'où? On vient de Paris. Où dans Paris? Aubervilliers. C'est pas ça on t'a demandé ton numéro. Donc, tu Soit tu coopères. donnes, soit tu dis non. Non, c'est pas tu dis non, tu coopères, tu donnes tout de suite là, parce que moi j'ai pas ton temps, tu vois. Vas-y, dis. T'as pas de temps, je peux partir. Vas-y, taillez là, croyez vous êtes qui? Elles font les baisers en plus. De toute façon, vous De êtes moche. toute façon, vous êtes moche, la tête d'homme. Oh putain, t'es moche. Allez, cassez-vous là. Est-ce que dans la vraie vie, vous auriez fait ça? Non. Alors, pourquoi? C'est la honte, c'est pas les filles qui doivent faire ça, c'est les garçons qui doivent faire ça. D'accord, donc là, pour toi, Pauline, ce que tu faisais, c'était quelque chose que des garçons font. Tu Ouais. dis qu'ils doivent faire ça, c'est ça ton propos? Ouais, enfin, qu'ils font en général. Qui le font en général, d'accord. Donc en général, ce sont les garçons qui abordent les filles. Et donc là, quand tu jouais, tu faisais quelque chose que tu n'aurais jamais fait dans la vraie vie. Non, jamais. D'accord, ok. Bon. C'est la situation de suivre quelqu'un et de l'aborder dans la rue de manière anonyme qui vous viendrait jamais à l'idée? Ou c'est l'idée de faire le premier pas vers un garçon? Les Pas deux. les deux. C'est trop la honte, madame, pour une fille. Imaginons, je change complètement la vocal, situation. comme On est au lycée, d'accord? Et il y a un garçon qui vous plaît bien. Au lycée, d'accord? Dans un cadre qui n'est pas le métro, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est dans votre entourage. Et vous pouvez aller lui parler, et même vous êtes peut-être même amis, vous ne feriez jamais le premier pas. Non. Parce que ça n'est pas les codes. Les En fait, usages. si on veut qu'il vienne nous draguer, ben on On fait des qu'il appels vienne de phare. On lui fait comprendre. D'accord. C'est genre, bah quand On fait la belle et quand on le voit, on fait des trucs comme ça. On se met en mode, on marche comme ça, on sourit. on Mais vous regarde. savez que dans la vraie vie, ça arrive qu'il y ait des filles qui fassent le premier pas? Mais elles sont toquées. D'accord. Elles ont même pas honte. Vous êtes De toutes ouf. d'accord qu'il faut être un peu fou? Bah ouais. Personne ne s'oppose à ce propos et considère qu'une fille qui ferait le premier pas, bah, ça serait pas grave. Non, c'est vrai. Amine? En fait, c'est le stéréotype, c'est pour ça.
C'est pas grave, mais ça fait bizarre en fait. Mais ça vous choquerait, vous les garçons, qu'une fille fasse ça vis-à-vis de vous? Vous seriez même content? Mais vous êtes fous quoi. En fait, j'aimerais juste que vous entendiez ce qu'ils disent. Ils vous disent en fait, parce que j'ai bien compris, hein, dans votre tête c'est impossible, et que c'est comme ça, on doit faire ça. Et j'ai bien l'impression que ce sont des règles que vous vous imposez à vous-même. Et que pour le coup, ils n'ont pas l'air complètement hostiles au fait que vous ayez le droit de vous libérer par rapport à ça. Quand vous essayez de jouer le stéréotype, vous le jouez forcément, pour vous, la virilité, le stéréotype de l'homme viril qui drague une fille, il est forcément agressif et il est forcément un petit peu, il arrive là, il prend tout l'espace. Kachama, il n'y a que ça. Mais madame, aussi si les filles elles agissent pas agressivement, aussi les garçons ils comprennent pas. Après ils forcent en fait, ils forcent. J'ai remarqué, c'était à l'école élémentaire, que les instituteurs ils privilégiaient les filles par rapport aux garçons. Genre, ils les complimentaient, ils disaient qu'ils étaient plus intelligents que les garçons, plus calmes, que les garçons étaient agités, etc. Et c'est ce que j'ai remarqué. À toi, Pauline? Moi, c'était un jour, j'ai parti accompagner mes 2 meilleures amies au foot. Et après, moi aussi, j'ai voulu jouer au foot avec eux. Après, tous les garçons ont commencé à se moquer de moi. Ils ont dit, ouais, les filles, ça joue pas au foot, tout ça. Après, ils ont commencé à prendre les ballons et ils les ont rangés. Du coup, j'ai pas pu jouer. Là, des fois, j'aimerais bien être un garçon parce qu'être une fille, c'est chiant. Et quand j'étais plus jeune, c'était en primaire, dès qu'il y avait une fille par exemple qui joue au foot ou un garçon qui jouait avec les filles, tout de suite on se moquait de lui, on se moquait d'elle. Et c'était tout le temps les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Même au lycée encore. Ça s'est mélangé quoi. Toi, Ouais. tu trouves que c'est assez mélangé? Un peu plus. Avant, oui. Ouais. Par rapport à la primaire, oui, mais c'était toujours un peu les garçons sur le terrain et puis les filles à la cafette. Nous sommes en classe de seconde où la mixité n'est pas vraiment acquise. D'un côté les filles, d'un côté les garçons, en classe comme dans la cour. Et si on essayait de comprendre pourquoi les choses entre les filles et les garçons n'étaient pas plus simples, moins différentes et plus égalitaires? C'est un petit peu féministe parce que quand j'entends des histoires comme ça, la femme est plus faible que l'homme, ça m'énerve. Bonjour, enchantée, Élise. Bonjour, comment vous appelez? Camilla. Très bien, Merci beaucoup de nous recevoir. je vous en prie. Nous avons apporté un petit présent pour vous. Écoutez, c'est très gentil, c'était pas la peine, c'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, mettez-vous à votre aise, hein, posez vos affaires, vous les retrouverez après, et puis on va se mettre par ici après. Voilà, venez, asseyez-vous, mettez-vous comme vous voulez, comme ça vous arrange. Je vous ai mis du Perrier, vous vous servez. Vous avez des petites pralines là, et puis du chocolat, vous n'avez qu'à vous servir. Dire que les femmes avaient eu une histoire, la raconter, c'était les rendre visibles. Hein, et c'était leur donner une possibilité de dignité, d'identité. Hein. Après tout, nous aussi, on a fait l'histoire. On n'est pas seulement des ombres dans l'histoire. Alors, tout ça s'est beaucoup développé, a été reconnu, au fond, assez largement, et c'est pour ça que je pense que j'ai eu le prix Simone de Beauvoir. Voilà. À cause de ça. Mon féminisme à moi, si vous voulez,
ça a été de construire, de créer, de contribuer à créer, disons, une histoire des femmes. Parce que vous savez, il faut bien distinguer les deux sens du mot histoire. Et en français, c'est pas évident. Histoire, c'est d'abord ce qui s'est passé depuis le commencement du monde. Et dans ce qui s'est passé depuis les commencements du monde, il est évident que les femmes étaient, c'est clair. Sans quoi il n'y a pas d'humanité, il y a deux sexes dans l'humanité. Hein. Et puis deuxièmement, le mot histoire, c'est le récit que l'on fait de ce qui s'est passé. Et dans le récit que l'on fait de ce qui s'est passé, les femmes n'étaient pas. Il y avait une différence entre le fait qu'elles étaient là, mais cachées, non racontées. Et donc, notre travail d'historienne, puisque ça a été surtout des femmes qui ont fait ça, ça a été de faire émerger les femmes de l'ombre, des fonds un peu sous-marins dans lesquels elles étaient, jusque, on pourrait dire, la lumière du récit de l'histoire. Voilà, c'est ça. Avez-vous rencontré Simone de Beauvoir auparavant? J'ai rencontré Simone de Beauvoir en chair et en os, comme on dit, une fois, à la fin de sa vie, mais c'était dans une réunion où je ne lui ai pas vraiment adressé la parole personnellement. Hein. Donc je l'ai vue comme je vous vois là, mais elle m'intimidait beaucoup, je dois dire, beaucoup. Et donc, bon, mais ceci étant, elle a été pour moi un modèle, véritablement, parce que je trouvais qu'elle était une femme très libre, hein, très libre dans sa vie, hein, dans le choix de ses études, justement, allant le plus loin possible dans ce qu'elle voulait faire, dans ses relations avec les hommes, dans ses amours, et dans son œuvre. Parce que c'est une femme qui a voulu écrire, qui a écrit beaucoup, qui est une grande auteure, et puis enfin, dans sa pensée. Parce que quand même, le deuxième sexe, elle a publié le deuxième sexe en 1949. J'ai beaucoup apprécié tout ce qu'elle dit. Parce que tout ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas un destin qui serait un destin de femmes, pour les femmes, parce qu'elles sont des femmes, mais que l'idée de la féminité, c'est quelque chose qui a été largement fabriqué par la culture, l'histoire, et qui l'est toujours. Et que par conséquent, il n'y a rien qui dit aux femmes, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Les femmes sont libres, et elle leur conseille beaucoup de s'affranchir, notamment en travaillant. Elle pense que le travail permet de gagner sa vie, et que si une femme n'est pas autonome en gagnant sa vie, elle dépend d'un homme. Donc oui, Simone de Beauvoir, je l'ai beaucoup admirée, et j'ai beaucoup... oui, par exemple, pour vous donner un exemple, Simone de Beauvoir est une femme qui adorait voyager. Hein, et elle a appris à conduire, elle s'est mise à conduire sa voiture partout. Sartre n'aimait pas conduire du tout. Donc, dans le couple Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, c'est Simone de Beauvoir qui était au volant, qui conduisait. C'était elle qui organisait les voyages en France. Ils ont beaucoup circulé en France ou à l'étranger. Donc, c'était une femme voyageuse, libre, enthousiaste, qui aimait beaucoup découvrir des choses. C'est un modèle très positif, très sympathique. Est-ce que vous vous sentez aussi libre que les garçons, égal? Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose, enfin, peut-être pas la même chose, mais égalitaire? Quel est votre sentiment? Ça serait intéressant de vous entendre là-dessus. Il y a, comment dire, il y a plus de liberté par rapport à avant, parce que d'après ce que j'écoute, c'était vraiment la fille qui devait s'occuper de ses enfants, plutôt de son ménage, alors que maintenant c'est plutôt une fille libérée, qui s'est émancipée dans la société. Mais vos parents
vous pousse à faire des études. Oui. Tout à fait. Oui. Et il vous laisse le choix de ce que vous voulez faire. Oui. Oui, très bien. Et dans votre classe, vous êtes combien de garçons, combien de filles à peu près? 11 garçons. Moitié-moitié? 11 garçons et 8 filles. 11 garçons et 8 filles, oui. Oui. Est-ce que les garçons vous traitent... comment dire? Est-ce qu'ils se moquent de vous parce que vous êtes des filles? Ou est-ce qu'ils sont égalitaires à peu près, enfin? Nous, dans notre classe, à la récré, il y a tous les garçons qui vont au foot. Oui, c'est ça. Et Oui. nous, les filles, on reste soit à la cafette, soit devant la salle de cours. En attendant. Oui, il y a une séparation Oui, un petit peu. séparation. Voilà. Et puis en Oui. classe, il y a des garçons, ils se sentent supérieurs aux filles. Ils sont supérieurs aux filles? Ils se sentent supérieurs aux Ils se filles. pensent supérieurs. En tant que garçon, tu crois? Oui. 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 Tu ressens ça? Ils pensent qu'ils sont plus forts que les filles. Vous êtes plus timide peut-être, vous, les filles? C'est vrai que dans cette classe, les garçons prennent plus de place. Ils prennent plus de place. On les entend davantage. Ah oui, oui. Mais ça, c'est toute la difficulté des filles de prendre la parole hein, dans un milieu où il y a une majorité de garçons. Ça, c'est toujours difficile et il faut vaincre sa timidité. Mais ceci étant, du point de vue des résultats scolaires, j'en sais rien, mais vous êtes au niveau des garçons. Vous réussissez. Vous réussissez largement aussi bien que les garçons. Vous savez, en dehors de votre classe, il y a eu des études qui ont été faites par des sociologues sur la réussite scolaire des filles. Il y a eu un livre important qui a été fait il y a quelques années qui montre que les filles, au niveau du secondaire, de l'enseignement secondaire, réussissent mieux que les garçons, statistiquement. Par exemple, elles ont un plus grand pourcentage au baccalauréat. Elles ont souvent des meilleures mentions, etc. etc. Donc, il y a une certaine égalité qui s'est réalisée, même une légère supériorité de réussite des filles. Mais tout le problème, disait ce sociologue, et il a fait son bouquin il y a environ 15 ans, je ne suis pas sûre, je pense que c'est toujours à peu près vrai en même temps, la réussite sociale, c'est-à-dire les professions, les situations qu'elles ont après, alors là, sont moins bonnes que celles des garçons. C'est ça la difficulté, c'est d'arriver à ce que la réussite scolaire, qui est à peu près égalitaire, même supérieure, arrive à donner une réussite sociale qui soit au moins égalitaire. Là, il y a toujours une différence. Ça fait un moment que j'avais cette idée de vouloir travailler sur les relations filles-garçons. Et il se trouve que je connais un peu la structure que gère Rachida Lemakti, le pôle égalité femmes-hommes à Paris Diderot. Donc j'étais aussi au courant de tout ce qu'ils faisaient pour œuvrer sur la condition des femmes et le travail qui est fait notamment avec le prix Simone de Beauvoir. Et je m'étais dit que c'était peut-être quelque chose qui était intéressant à faire au lycée. Il y a aussi un objectif culturel au départ dans le projet qu'on menait, parce qu'au fond c'est ça aussi, c'était amener la culture de nos élèves vers une autre culture. Parler de Beauvoir, laisser parler tous les intervenants qu'on a laissé parler, c'est aussi pour nos élèves rencontrer une autre culture par rapport au rapport homme-femme. Et ça je crois que c'était important, cette confrontation des cultures était importante. Ça fait partie du projet.
est penché. Bonjour à tous. Notre classe cette année travaille sur le prix Simone de Beauvoir. C'est un projet qui va aboutir à un documentaire vidéo. Le prix Simone de Beauvoir consiste à récompenser une personnalité qui est liée à l'univers du féminisme. Nous sommes mis dans la peau de journalistes afin de réagir aux pensées de Simone de Beauvoir. Aujourd'hui, pour le projet, nous avons choisi de parler de la place des femmes, des filles et des garçons dans le choix de l'orientation et la profession. On a pu relever par un sondage fait en classe qu'il y a donc beaucoup plus de filles qui vont en économique et sociale que des garçons, contrairement à la filière scientifique où il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Le pourcentage se vérifie au niveau national. 78% des élèves en filière littéraire sont des filles, alors qu'en filière scientifique, elles sont seulement 46%. Dans les filières sciences de l'ingénieur, ce pourcentage descend à 13%, ce qui est beaucoup plus, ce qui est très bas. Ce que nous aimerions à présent, c'est avoir vos avis sur vos parcours scolaires et professionnels. Je vous remercie au nom de la classe pour avoir accepté nos invitations et nous vous laissons vous présenter. Nous sommes là pour discuter avec vous d'un sujet très spécifique qui est l'orientation scolaire. Moi, je me présente, donc c'est Siam Apchi. J'ai dirigé une association qui s'appelle Ni pute ni soumise et j'ai notamment participé à plusieurs reprises à des discussions autour de l'orientation et ce qu'on appelle des filières sextypées, c'est-à-dire pourquoi les jeunes filles et les jeunes garçons se dirigent aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, vers des filières qui sont des filières pour les filles ou des filières pour les garçons. Sanitaire et services, alors moi j'ai un souvenir quand même terrible, puisqu'il faut aussi parler de soi. J'étais au lycée, je voulais être médecin. J'ai fait médecine après, parce que je suis têtue. Mais la première séance de discussion avec la personne qui devait m'aider à m'orienter, m'a poussée à aller vers le sanitaire et social en m'expliquant que je n'étais pas assez... que c'était pas forcément une direction pour moi. Et les conséquences ont été difficiles puisque, comme je ne comprenais pas, j'en ai discuté avec mon père, je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, et donc j'ai redoublé. Parce que pour moi, si je n'y arrivais pas, c'est parce que j'étais pas bonne et que donc je me suis complètement renfermée sur moi-même. Et ce que j'aurais dû faire, c'est au lieu de m'arrêter à la première personne qui m'a dit non, tu ne vas plutôt vers des filières sanitaires et sociales, j'aurais dû aller chercher et pousser un peu plus loin mes démarches et croire en mon ambition. Et c'est vrai que c'est difficile quand moi, mon père était... Voilà, il ne connaissait pas les orientations, il ne savait pas comment, il m'a toujours poussé à faire des études, j'ai fait de longues études, toutes mes sœurs et mon frère ont fait des longues études, mais il n'avait pas les moyens, dans la famille on n'avait pas le capital culturel pour pouvoir m'aider à prendre des décisions. Et donc pour moi, on va dire la conclusion, c'est si vous avez un projet en tête et vous pensez que c'est ça votre projet de vie, vous ne le lâchez pas. Et c'est à vous d'aller chercher les personnes qui vont vous conseiller au mieux. Et il faut frapper à toutes les portes. Et nous, on est aussi quelque part là pour vous répondre à vos questions, répondre aussi à vos rêves, parce qu'il faut avoir des rêves, il faut avoir des ambitions. Et je crois que l'éducation nationale, pour moi, un de ses premiers rôles, ça doit être de pouvoir porter vos rêves. Alors, je trouve très intéressant ce que Siem a dit. Je parlerai de moi après. Mais je voudrais comprendre qu'est-ce qui fait que, alors qu'on lui a signé un destin bien tracé d'avance, bien féminin, etc., qu'est-ce qui fait que
elle ne s'y est pas pliée. Elle a suivi son rêve. Comment ça s'est joué? En fait, on a toujours la possibilité de se refermer sur soi-même. J'étais quand même déjà bien partie. Et je crois que chacun, en fait, a le sentiment, sait ce que c'est que le sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on sent, au plus profond de soi, que ce qui se passe n'est pas juste. C'est pas juste. Et peut-être que c'est ça qui m'a donné, en fait, suffisamment de force pour me dire, mais ton chemin, finalement, c'est toi qui le construis. Même si on est dans un pays où il y a des droits, que voilà, une femme aussi reconnue que Simone de Beauvoir, aujourd'hui, n'est pas au bac, n'est pas enseignée. Donc ça veut dire qu'on a encore du chemin à faire pour cela. Est-ce que tu as déjà assisté à des actes de misogynie? Misogynie? C'est tellement... Je sais pas c'est quoi le mot, mais... Genre en fait on le voit, mais on s'en rend pas compte. Je sais pas comment dire. Exactement. Vous seriez tellement habitué que vous ne le voyez plus? Peut-être, ouais. Est-ce que par exemple quand tu sors dans la rue ou dans le métro, tu fais attention à pas mettre un décolleté ou une mini-jupe pour pas te faire embêter? Non. Enfin, des fois si, enfin, faut savoir comment s'habiller, parce qu'après c'est chiant quand tout le temps on nous regarde, tout ça. Est-ce que toi, Mohamed Ali, tu fais attention à comment tu t'habilles pour pas qu'on te regarde trop mal? Non, je m'en fous. Merci. Je mets un t-shirt, je mets un jean, je sors. Je vous donne la situation. Vous êtes prêts? Vous êtes dans une voiture, l'un conduit, l'autre est passager. Vous choisissez le rôle que vous jouez. Moi, je suis passager. Eh bien, assieds-toi en tant que passagère, et puis on a le conducteur qui se met à côté. Très bien. La situation est la suivante. Vous écoutez? Vous êtes prêts? Le conducteur se trompe de chemin. Ça joue. On est où? Chiap. Ok. Mais je t'ai dit de tourner à gauche et toi tu tournes à droite. Tu m'as dit à gauche juste avant, moi j'ai pas su. Ah. On est où maintenant? Chiap. Tu sers à rien, j'ai juré toi. Toujours. Il y a le GPS et là tu te trompes. GPS, on dirait, il y a même pas de charge dessus en plus. C'est ça qui est dommage. Vas-y, trouve maintenant, trouve. Tourne à gauche la prochaine fois. Vas-y, je tourne à gauche. Ça change. Pauline va conduire et Mohamed Ali, tu vas être passager. Alors vous continuez, on ne reprend pas la scène, on continue la même scène. Et là, toi, tu deviens l'homme et lui devient la fille. Vas-y. Ça joue. Ouais, Ouais, c'est bon, tais-toi là. tu me dis pas ça. Vas-y, on doit partir où déjà? Je sais pas. Vous les meufs, vous savez à rien. Ok. J'ai juré. Ouais, ok. Ça fait 20 minutes, je roule tout droit. Ouais, c'est bien. T'as un téléphone, non? T'es là, t'as tes copines. Cherche la route, frère. Et on dirait, déjà moi je suis pas ton frère, tu me parles bien. Allez, Steve, là. Ok. Trouve la route. Je sais pas c'est où. Tourne à droite là. Eh, vas-y, j'ai décidé de prendre la gauche. Bah prends la gauche. Parfait, merci. Et les garçons, par contre, le moment du débrief, il est aussi important que le moment du jeu. Donc on se concentre, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation où Mohamed Ali était le conducteur et où Pauline était... D'abord le choix. Vous avez commencé par choisir Mohamed Ali conducteur et Pauline passagère. Pourquoi ce choix? C'est toi qui as fait le choix d'ailleurs. Enfin, c'est plus les garçons qui conduisent et la fille sur le côté. D'ordinaire, c'est plutôt les garçons qui conduisent et les filles sont passagères. Dans vos expériences personnelles, c'est souvent comme ça? Oui. Ouais. Moi, j'ai le permis, mon mari n'a pas le permis, par exemple. Donc, c'est toujours moi qui conduis. Ah ouais, Voilà. Ça arrive, hein. C'est bizarre peut-être pour vous parce que c'est pas la norme, mais néanmoins, ça arrive souvent. Parfois. Et pourquoi c'est plutôt les hommes qui conduisent en général? Oui, Amine. Question d'habitude. Alors, c'est une question d'habitude, c'est-à-dire
Mais il y a toujours les hommes qui sont conduits et les femmes qui restent à côté. Et pourquoi cette habitude? D'après vous, d'où elle vient? Oui, Pauline? Et par exemple, je sais pas, les voitures c'est plus approprié aux garçons. Les filles c'est plus approprié à faire des trucs plus classe ou un truc comme ça. Et la voiture c'est plus... La voiture, tu l'associes à la mécanique, et la mécanique c'est un domaine masculin. Ouais. D'accord. Oui, Amine? C'est parce qu'avant les hommes ils avaient besoin de conduire pour partir au travail. Oui, alors que Du les coup, ils femmes... passaient leur famille. Et les femmes ils restaient chez eux. Alors c'est vrai que les femmes, elles sont plutôt historiquement statiques, quand les hommes sont plutôt dans une dynamique, donc quelque chose qui bouge. C'est vrai, sans doute, ça doit être une bonne explication à mon avis. Oui, Pauline? Souvent les gens ils disent que les femmes ne savent pas conduire et tout. Oui. Est-ce que c'est vrai que les femmes ne savent pas conduire? Non. Elles conduisent mieux que les garçons en tout cas. Vous savez que... Oui, je conduis très bien d'ailleurs. Oui. Vous savez que les assurances sont souvent moins chères pour les femmes que pour les hommes parce qu'elles ont moins d'accidents que les hommes en général. En fait, on a tellement emmagasiné d'images, de représentations, que finalement, quand on se met en scène, eh ben, on les reproduit. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de mettre à jour les stéréotypes dont on est absolument pétri. C'est dans cette partie-là, vous voyez. Et c'est l'étage, ce qu'on appelait l'étage noble, les grandes fenêtres que vous voyez là. Voilà, d'où elle était. Ça veut dire que de sa fenêtre, elle voyait le jardin parfaitement. C'est au soleil, c'est bien. Et alors, moi qui vous parle, comme disent les vieillards, j'ai connu la fille de Colette qui a habité là un moment. Et donc j'ai eu la chance, l'honneur de rentrer dans cet appartement. Et j'avais la première fois, je peux vous dire que j'avais l'impression que le fantôme était là derrière toutes les portes et qu'elle allait apparaître brusquement. J'ai surtout un souvenir d'un soir d'été où il faisait très beau, très chaud, les fenêtres étaient ouvertes et alors c'était extraordinaire. Il y avait le parfum des tilleuls, enfin c'était un moment agréable, quoi. Voilà. Colette, c'est un cas un petit peu particulier parce que ce n'est pas une féministe. Hein. Ce n'est pas du tout le féminisme de Simone de Beauvoir, ce n'est pas une théoricienne. Simplement, on peut dire qu'elle est féministe par cette façon de vivre en disant, elle ne dit pas faites comme moi, mais elle a une vie très libre et beaucoup de femmes, c'est vrai, et d'hommes se sont reconnus dans cette démarche. Alors je dirais plutôt de Colette que c'est, je vais employer un mot, je ne sais pas si vous connaissez, de sororité. C'est-à-dire qu'elle se comporte avec les autres femmes comme une sœur, dans une, comment dirais-je, dans une complicité qui ouvre la voie au féminisme. On est dans une époque quand même là, le début du XXe siècle. Colette est morte en 1954, donc vous voyez, ça s'arrête au milieu du XXe siècle. Mais en quelque sorte, je pense c'est la rampe de lancement sur laquelle ont pu s'accrocher les autres féministes qui après ont milité, ont établi des normes, ont fait canaliser ce mouvement, quoi, en fait, voilà. D'où vient votre engagement en faveur de la cause des femmes? Écoutez, je vais dire, comme toujours chez moi, les prises de conscience commencent par les livres. J'ai lu Simone de Beauvoir, j'étais très jeune, en 1958, Mémoire d'une jeune fille rangée, ce livre qui raconte comment une jeune fille d'un milieu bourgeois a réussi à échapper aux pesanteurs de sa famille, de son milieu, et à se choisir elle-même. Je me suis rendu compte que finalement, eh bien, si c'était moins évident pour les garçons, c'était encore plus dur pour les femmes qui avaient, si j'ose dire, double ou triple peine, puisqu'il y avait aussi le problème économique, que souvent les femmes ne sont pas économiquement libres, et puis comment dirais-je,
que quand ça va mal dans un pays ou quelque chose, eh bien, c'est toujours pour les femmes que ça va encore plus mal, que c'est encore plus dur. Vous le voyez en ce moment dans tous les conflits du Moyen-Orient, c'est les femmes qui trinquent le plus. Parce qu'il y a toujours, dans les guerres, toujours ce problème sexuel des femmes qui sont victimes de viols et qui sont les sortes d'otages encore plus. Les hommes, on les tue, mais les femmes, avant de les tuer, enfin, comme vous entendez la presse, vous lisez les journaux, vous voyez ce que subissent actuellement les femmes en Syrie et tout ça, c'est des choses abominables. Pensez-vous que cette barrière sociale entre les hommes et les femmes serait sur le point de se briser en fait? Je l'ai cru, je l'ai espéré. En ce moment, je ne suis pas très optimiste. Je trouve que je crois qu'il y a encore du boulot à faire, hein. Vraiment. Mais je pense, j'ai quand même bon espoir et je pense que cette barrière, elle va sauter un jour. Est-ce que vous savez que M. Bonal a rencontré 2 fois Simone de Beauvoir et qu'il a été chez elle? Ah oui? Tu vous racontes la rencontre? À l'époque, j'avais quel âge? Je sais pas, 23 ans, je crois. Une amie qui connaissait Simone de Beauvoir, qui la connaissait comme ça. Vous savez, Simone de Beauvoir avait autour d'elle une cour de jeunes filles et de jeunes gens qui étaient en admiration devant elle et qui se seraient damnés, si j'ose dire, pour elle. Et moi, je commençais à vouloir écrire, j'étais déjà intéressé, j'avais écrit des petites choses, ça n'avait pas été publié. Et cette amie me dit, mais tu te ferais montrer à Simone de Beauvoir ce que tu fais. Je me dis, jamais j'oserais, j'étais assez timide à l'époque. Et elle m'a obtenu un rendez-vous avec Simone de Beauvoir. Elle m'a accompagné et nous sommes, je m'en souviens très bien, c'était un soir à 6 h. Nous sommes allés rue Schellcher, dans le 14e arrondissement, chez Simone de Beauvoir. Je revois encore la scène. On appuie sur la sonnette, la porte s'ouvre et c'est Simone de Beauvoir qui ouvre la porte. Je vous avoue que j'étais très très intimidé. Nous sommes entrés, elle m'a offert un whisky, parce qu'elle aimait le whisky, et donc à l'époque c'était une marque qui n'existe plus, qui s'appelait VAT 69. Ça a disparu comme marque. Et donc nous avons parlé, elle m'a posé des questions sur ce que je faisais. À l'époque j'étais encore étudiant, sur ce que je faisais, ce que je voulais faire, je voulais écrire. Et elle a accepté, elle m'a demandé de lui montrer ce que j'avais écrit. Je l'avais apporté, je lui ai donné. Et elle m'a dit, téléphonez-moi dans un mois à peu près parce que j'ai pas mal de choses à faire. Elle écrivait La force des choses à ce moment-là, qui était le dernier volume de ses mémoires. Et donc, un mois après, je lui ai téléphoné. Alors à l'époque, il n'y avait pas de répondeur. Ça n'existait pas. Donc, et il fallait appeler au moment où elle était chez elle, hein, parce que sinon on ne pouvait pas laisser un message. Donc il fallait appeler entre 1h, midi et 1h. Après, elle n'était plus là, elle ne répondait plus. Donc je l'ai appelée à ce moment-là et elle m'a dit oui, j'ai lu, venez tel jour à 6 h. Et je suis retourné ce soir-là où elle m'a parlé. Alors, elle m'a dit que c'était bien sûr pas abouti, qu'on ne pouvait pas publier ça, c'était des petites choses, hein, c'était pas un roman, mais qu'il fallait continuer. Apparemment j'étais fait pour ça. Et elle m'a conseillé, elle m'a encouragé et je peux vous dire que ça a été pour moi le plus beau des encouragements. J'en ai pas eu besoin d'autres pour continuer.
mécanicien c'est proprement masculin et sage-femme proprement féminin. Alors quand on la dit, plupart du temps. Voilà, quand on dit proprement, ça, pour vous, ça veut bien dire, c'est que la plupart du temps les mécaniciens sont des hommes et que la plupart du temps les sages-femmes sont des femmes. Des femmes. Mais vous seriez d'accord pour qu'un sage-femme homme existe et pour Non. qu'une mécanicienne existe? C'est mort. Pourquoi non? Pour c'est la mort sage-femme homme, c'est chaud. Si, ça existe. Pourquoi? J'ai déjà vu. Pourquoi? Non, c'est mort. Mais pourquoi? Non, c'est mort. Ah bah il faut argumenter, sinon si juste c'est mort, Je sais pas, c'est mort, c'est pas possible. Qu'est-ce qui t'inquiète? Non, parce qu'en fait, c'est les femmes. Voilà. Elles seront. L'idée de voir un homme qui les accouche, elles seront pas en. Elles seront pas en Déjà, confiance. voilà, déjà. Alors moi je vais parler au nom des femmes que je ne suis pas, je ne suis qu'une femme, mais personnellement mon deuxième accouchement c'était un sage-femme homme qui m'a accouché. Moi aussi. C'est chaud. Et Camille C'est vrai. aussi. Pourquoi? Et moi aussi. Moi, en tant qu'homme aussi, un homme voir quelque chose de sa femme par un autre homme, c'est gênant, non? Il y a des garçons, ils ont de la fierté, on va dire. Et moi, perso, j'accepterais pas que le gynécologue de ma femme ou son sage-femme soit un homme. Ta femme va mourir, ça n'accouche pas. Hein? Ta femme va Si, mourir. mais je peux demander une femme. Non, tu peux pas demander en fait. Quoi? Tu sais que dans les hôpitaux publics, tu ne choisis C'est pas. du sexisme. Non, tu ne choisis pas justement le médecin qui te soigne. Mais c'est un gynécologue, c'est sur rendez-vous. Du coup, c'est nous qui appelons. Je parle à l'hôpital, parce qu'on parle accouchement. ok. Ouais. À l'hôpital public. Je parle pas des cliniques. Voilà, je parle de l'hôpital public. Voilà. Moi, je pense que le rapport entre les hommes et les femmes, il tient pas simplement au fait qu'à un moment donné, on met deux personnes en présence, dont une qui est un peu dénudée. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'intention qu'on a derrière qui compte, à mon sens. Et donc, un médecin homme, un médecin femme, pour moi, du moment que son intention c'est d'être là pour te soigner, je vois pas où est le problème. Donc, je partage pas ton opinion. D'accord, madame. Voilà. Je m'appelle Adrien, je suis sage-femme, j'ai 28 ans, j'ai travaillé à Saint-Denis, à l'hôpital de la Fontaine, pas très loin d'ici, pendant 3 ans. Alors pourquoi je suis sage-femme? C'est une question qu'on me pose beaucoup. J'ai toujours voulu faire médecine, je voulais être médecin généraliste. Voilà, j'avais ce rêve-là, mais sans savoir comment y accéder. Et puis au fur et à mesure du temps, ce rêve s'est affiné, le parcours scolaire s'est un peu adapté à cet objectif. Et arrivé en faculté de médecine, concours, et je loupe médecine à 4 places sur Paris. J'ai été assez dégoûté. J'étais dit mais c'est pas possible. Et donc déjà j'avais le choix entre dentiste, qui est très masculin, hein, on gagne beaucoup d'argent, c'est bien, et puis mes parents, enfin surtout ma mère disait dentiste, c'est bien, tu fasses ça. Sauf que je voulais pas du tout faire ça. Et là est intervenue une femme qui dit mais t'es con ou quoi, enfin tu peux faire sage-femme là. Je me dis mais attends, c'est quoi ce truc? On est bourré de préjugés, enfin, on a plein d'idées préconçues sur plein de choses, jusqu'à ce qu'on soit confronté à un phénomène, du coup on les remet en question. Donc cette personne m'a dit non mais tu sais que en fait c'est pas du tout ce que tu imagines. Tu peux, enfin c'est vraiment intéressant, il n'y a pas qu'on s'imagine tout de suite l'accouchement, mais il y a l'avant-accouchement, il y a l'après, il y a tout ce qui englobe aussi la femme. J'ai revu ma copie sur ce métier et je me suis dit, bon, je vais tester. Comment vous réussissez à établir la confiance entre vous et vos patients? Et en fait, elles arrivent, elles disent non mais il faut qu'il y ait quelqu'un, et puis après elles se rendent compte que c'est pareil, que le suivi c'est la même chose. Avez-vous déjà été confronté à des réactions étranges de la part des femmes? Alors généralement c'est pas les femmes, c'est plutôt le conjoint qui va dire à la femme ce n'est pas possible que tu te fasses examiner par un homme. C'est très rare, c'est très très rare, mais généralement la femme, elle s'en fout. Et comment vous gérez ça avec le mari? Alors à l'hôpital, c'est clair, vous êtes dans un hôpital public. Je suis aux urgences, on est occupé avec des accouchements, c'est soit moi, soit vous êtes dans une clinique privée, à choisir tel professionnel, parce qu'on ne peut pas s'organiser en fonction de vos propres
désir volonté. Alors ça peut être un peu autoritaire, mais en même temps c'est important parce que c'est difficile de s'organiser, surtout qu'en plus dans les hôpitaux on a besoin de professionnels. Si en plus on a des contraintes où moi je veux pas être examiné parce que vous avez plus de 50 ans. Alors moi c'est décidé, moi maintenant voilà, pour moi c'est un critère qui n'a pas de raison d'être. J'ai un diplôme comme mes collègues femmes sages-femmes. Voilà, on a suivi les mêmes examens, donc on est aussi compétents. Chaque fois qu'une femme accouche, c'est elle qui doit abandonner son travail pour garder l'enfant, c'est jamais l'homme. Je trouve que c'est injuste parce que peut-être que la femme veut sortir travailler, mais elle doit rester à la maison pour garder l'enfant. Moi, pour plus tard, je pense que je vais trouver une nounou pour garder l'enfant et sortir travailler. Je trouve que c'est plus intéressant. Et toi alors? Moi, une fois, j'ai demandé à mon père pourquoi c'est tout le temps ma mère qui fait le ménage chez moi. Et mon père m'a répondu parce que je suis un homme. Et je trouve que c'est anormal, chacun fait ses affaires. Et est-ce que tu en as parlé à ta mère alors? Ma mère aussi, elle trouve que c'est normal, c'est les femmes qui occupent des affaires, le ménage. Bon, Josiane Savigno, moi je suis journaliste au Monde depuis très longtemps. Disons que j'ai fait toute ma carrière journalistique au Monde. Alors, à part ça, je suis née, moi, dans une famille qui n'est ni celle de Sia, ni celle de Sienne, une famille française, disons, provinciale, modeste, comme on disait à une époque. Et je crois que je dois quelque chose à ma mère, c'est que quand j'étais très jeune, contrairement à toutes les femmes alentour qui disaient, ce qu'on a entendu tout à l'heure chez Yann Bois, les filles, on s'en fout, on les mariera, ma mère m'a dit, tu dois très bien travailler à l'école parce que tu ne devras jamais demander ton argent à un homme. J'ai jamais oublié ça. Et au lycée, très tôt, j'ai eu envie d'être journaliste. Alors pourquoi? Peut-être parce que mon père, qui n'était pas un intellectuel, mais était un grand lecteur de journaux, et puis il écoutait la radio fanatiquement, il s'intéressait à la politique. J'étais sa fille unique, donc il voulait que je sois aussi un garçon, peut-être il m'a intéressé à la politique, etc., etc. Donc je voulais être journaliste. Et je suis tombée sur l'orienteur de CM, enfin en tout cas le même modèle, qui m'a regardée comme ça et qui m'a dit « Ah bon? Ah mais pas du tout, tu es provinciale, tu es une femme, tu n'es pas née dans la bourgeoisie. Écoute, si t'es prof, ce sera déjà une belle promotion sociale, donc oublie le journalisme. » Je suis assez obstinée, je me suis dit, bah non, je ne vais pas oublier. Je vais essayer de faire ça. Et puis si j'y arrive pas, je ferai autre chose, parce que c'est pas non plus un sacerdoce, c'est pas non plus une religion. Ah, je vais être journaliste, je ne referai rien d'autre. Alors j'ai fait des études, d'abord j'ai fait des classes prépa, puis j'ai fait des études de lettres et d'histoire de l'art, puis je suis partie aux États-Unis parce que je n'avais pas fait d'anglais au lycée, que je pensais quand même que pour être journaliste il valait mieux en faire, et que j'avais pas envie d'aller à Londres, ça me barbait un peu, j'avais plutôt envie d'essayer New York et quelque chose de plus excitant. Et puis je suis revenue, j'ai fait une école qui s'appelle le Centre de formation des journalistes, et puis j'ai été engagée au Monde dans un... Je ne peux pas vous décrire ce que c'était à l'époque, ça ressemble plus du tout à ça, quoi. C'était vraiment macho à l'époque, c'était vraiment macho. J'étais seulement la deuxième femme dans le service où je suis entrée alors que le Monde a été créé en 1944. Maintenant, c'est plus du tout ça. Il y a plein de femmes, plus on monte dans la hiérarchie, moins il y en a, mais quand même, il y en a même maintenant à la rédaction en chef. C'est pas un vrai problème. Le seul truc, c'est qu'il faut, en effet, comme l'a dit Siam, pas se laisser décourager. Donc, bonjour, je m'appelle Yann Maillard, je suis enseignant juste là à côté à l'école Paul Langevin. Depuis que j'ai commencé, il y a toujours, c'est à peu près les statistiques, entre une vingtaine de pourcents d'hommes seulement, et je n'ai jamais associé le métier d'enseignant à la femme, parce que moi j'ai toujours en tête des souvenirs de mon père s'occuper de moi, de mon frère, avec équivalence avec ma mère. Donc là-dessus, du coup, pour moi, je n'ai jamais attribué le rôle éducatif au niveau des enfants à la mère. Donc j'ai fait 3 ans en maternelle, et donc là, c'est là où il y a une évolution depuis que j'ai commencé, où il y a de plus en plus d'hommes, et où là, on peut ressentir un petit peu plus la prégnance féminine, que j'expliquerai par le fait que c'est que depuis les années 70 que les hommes, enfin c'est même 77 que les hommes ont le droit de travailler en école maternelle, donc c'est quand même pas si vieux que ça. Et là, il y a aussi, on fait face aux parents, et c'est plutôt le regard des parents qui, pour beaucoup, ont encore l'idée, s'occuper des jeunes enfants, c'est plutôt la maman qui doit le faire.
Et donc c'est plutôt les parents qui nous renvoient cette image-là, les parents qu'il faut un petit peu rassurer, qui fait qu'on nous renvoie un petit peu l'image qu'en tant qu'homme, c'est un petit peu bizarre de travailler en maternelle. Mais ça, c'était vraiment dans mes débuts. Quel regard! Bon, tout le monde disait, oh, voilà, elle a un visage dur. Mais c'est vrai, elle a un visage dur, c'est pas une reine de beauté, hein, mais c'est une femme énergique, ça se voit. Elle représente quoi pour vous, cette femme? Pour moi, Louise Michel, elle est une héroïne. C'était le Second Empire, donc elle voulait se battre pour les idées républicaines, pour l'égalité des sexes, pour l'instruction publique. C'est formidable. Maintenant, on va parler de Simone de Beauvoir. Oui. Elle représente quoi pour vous, cette dame? Vous savez, je vais faire comme font les gens pour vous embêter. Quand vous posez une question, ils vous posent la même. Et pour vous, est-ce que vous connaissiez son nom avant qu'on parle du prix Non, du tout. Non, vous non plus? Non. Vous non plus? Et vous pourriez dire, au fond, d'un mot, c'est qui pour vous? Vous avez besoin que je vous en parle ou déjà vous avez une petite idée? Non, on a déjà une petite idée. Ah bah c'est celle-là que j'aurais bien savoir une petite idée. C'est une féministe. Mais encore. Pour moi, c'est une femme qui s'est battue pour l'égalité des sexes. Oui. Oui. Elle a fait des livres aussi. Moi, je trouve que c'est très important ce que tu dis. Elle s'est battue pour l'égalité des sexes. Elle ne s'est pas battue pour qu'on dise les femmes sont formidables, les femmes sont mieux que les hommes c'est des rien du tout, et les femmes c'est merveilleux. Elle n'a jamais pensé ça, elle a pensé les hommes et les femmes c'est différent, ça on le sait, c'est différent, mais c'est l'égalité. L'égalité, ce qui veut dire l'égalité, c'est à la fois l'égalité des droits, et à son époque c'était pas du tout le cas. Puisque à son époque, les femmes ne votent pas, les femmes ne peuvent pas ouvrir librement un compte en banque, etc., etc. Donc il y a beaucoup à faire. L'égalité, c'est ça. C'est vraiment, les femmes ont droit aux mêmes choses. Elles n'ont pas droit à un meilleur traitement que les hommes. Ça serait injuste, il faut le contraire. Elles ont droit à l'égalité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette égalité elle a été acquise? Si, il faut distinguer deux choses. Du point de vue des droits de la loi, un très grand nombre de droits sont donnés aux femmes qui n'existaient pas. Les femmes ont les mêmes droits que les hommes, le droit de vote, le droit d'être député, d'être élu, etc., le droit justement d'ouvrir un compte en banque, etc., etc. Donc, du point de vue des droits, dans un pays comme la France, les droits sont égaux. Mais il n'y a pas que les droits, il y a aussi la réalité. Et dans la réalité, l'égalité, il y a beaucoup d'endroits, de points sur lesquels elle n'est pas complète. Par exemple, le fait que, pour les salaires, par exemple, on voit bien qu'avec la même fonction et parfois les mêmes études et tout, tiens, les femmes sont moins payées. Pourquoi? Certaines fonctions, les femmes, elles ont droit d'y accéder, elles n'y accèdent pas. Est-ce que ça veut dire qu'on leur barre la route? Pas toujours, mais c'est parfois en elles-mêmes. Se dit, oh, moi non, je suis une femme, c'est plutôt un métier d'homme. Il faut que dans la tête des petites filles, elles se disent, les petites filles, mais moi, je peux être médecin, je peux être ce que je veux.
J'ai eu l'honneur et surtout l'immense plaisir de travailler avec Simone de Beauvoir pendant une dizaine d'années. Il y a longtemps que ça, vous n'étiez pas nés, c'était les années 70. On est allé introduire un peu d'humour et de mauvaise foi et d'énergie dans une revue très respectable qui s'appelle toujours Les Temps modernes, qui à l'époque d'ailleurs se distinguait surtout par des papiers d'économistes précurseurs, mais extrêmement abstraits, extrêmement difficiles. Donc, quand Simone de Beauvoir nous a proposé de dénoncer chaque mois les différentes manifestations de sexisme ordinaires qu'on rencontrait, ça a complètement... ça fait tout bouger l'image de la revue. On a eu une demi-page dans Le Monde qui ne parlait plus du tout du journal. Le Monde disait « C'est extraordinaire, ces jeunes femmes, quelle insolence, quel punch !» On était assez volontairement terroristes, de mauvaise foi, on maniait tout ça avec énormément de plaisir. Mais ce que je voulais dire, ce qui m'a énormément frappé en écoutant Siem, c'est à quel point, à une génération près, plusieurs, finalement, les mêmes questions se reposent. Il m'est arrivé, comme à elle, d'être plutôt bonne élève au lycée, et à la fin de la classe de philo, pendant la classe de philo, de décider qu'il y avait tellement que la philo qui m'intéressait que j'avais vraiment laissé tomber les sciences de la vie. Donc, il aurait fallu que je redouble. Et là, il y avait un grand conseil de famille, dont je me souviendrai toute ma vie, parce que mon frère bien-aimé, que j'adorais, qui m'aimait beaucoup par ailleurs, est arrivé en me disant « Bon, c'est pas la peine qu'elle redouble, de toute façon, ça ne sert à rien, il faut qu'elle apprenne un métier, et puis de toute façon, elle se mariera bientôt. » Alors, je n'ai personnellement pas de souvenir de la suite, mais il paraît que j'ai tellement pleuré que ça a un peu fait réfléchir mes parents, surtout mon père. Et qu'on m'a dit, bon, alors si vraiment tu veux faire des études, tu vas redoubler. J'ai redoublé, j'ai bien redoublé, j'ai eu une mention. Et je voulais être philosophe, puis ça n'a pas marché. Je dis tout de suite que je ne suis pas du tout issue de la même culture que Siem. Mes parents étaient juifs d'Europe centrale, donc vraiment en principe une autre culture, mais voilà, le patriarcat c'est comme ça. Ce qui me frappe vraiment en écoutant Siem, c'est à quel point on est quand même systématiquement, j'espère qu'on ne vous fera pas le coup, ou qu'en tout cas vous saurez vous rebeller, renvoyé à une espèce de destin tracé d'avance. Alors elle a dit non, moi j'ai beaucoup pleuré quand même. Mais voilà. Je pense à Pierre Bourdieu, un grand sociologue, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui, avait écrit un truc très très chouette dans son livre qui s'appelle Les Héritiers, justement. Il avait dit, ce qui se passe en général, surtout dans les classes défavorisées, c'est qu'au lieu de prendre leurs désirs pour des réalités, les gens prennent la réalité pour leurs désirs. Donc ils s'ajustent, ils s'imaginent au bout du compte qu'ils désirent ce qui leur est imposé. Ben, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas transiger sur le désir. Et sur le rêve. Et sur le rêve.
prof il nous a dit que les filles elles étaient plus fortes physiologiquement. Et Amine il a dit non, nous on a plus de force, on a plus de muscles, tout ça. Et nous on a dit non, c'est prouvé par la science. Et lui il a continué à forcer. Il dit non, on est plus fort et tout. Et voilà, après c'est parti dans un débat et tout le monde a parlé. Nous c'était un jour, notre prof d'histoire il nous parlait de l'espérance de vie des femmes. Il disait que celle des femmes était plus longue. On n'a pas parlé. Et directement, le groupe des féministes là, Célia, Débia et Pauline, ils sont intervenus directement. Ils ont dit ouais, on est les plus fortes. C'est la vérité. C'est pas la vérité. Ok, vas-y, continue. Voilà. Et voilà, ils ont sauté directement sur l'occasion. Du coup, après, on était obligé de parler. On disait que c'était faux. En fait, c'était pour nous défendre. Voilà. Toi, t'es pas d'accord? Bah non, pas du tout. Mais c'est prouvé. C'est pas prouvé, c'est une moyenne. Non, ben non. Tu peux mourir demain. Voilà. Et alors